c'est que je trouve que le milieu du théâtre a tendance à trop cloisonner les choses. C'est-à-dire qu'il y a des théâtres pour les jeunes compagnies, il y a des théâtres pour les compagnies qui sont très connues, il y a des théâtres publics, des théâtres privés. Et moi, ce que j'avais envie, c'était un peu de rassembler avec les déchargeurs, surtout entre les générations. Bienvenue sur Profession Culture. Bonjour Adrien Grassard. Bonjour. Vous êtes comédien et dramaturge et après un cursus au fameux cours Florent, vous écrivez, montez vos premières pièces. Nous sommes en 2019 et là, un an plus tard, la Covid-19 fait son entrée, rideau. Vous voilà désœuvré, vous allez surfer sur Internet et vous voyez une petite annonce. Le théâtre des Déchargeurs cherche un repreneur. Vous dites « J'ai rien à faire de ma vie, je vais aller regarder ce que c'est ». Vous tombez amoureux du lieu, vous le visitez en mai et moins d'un an plus tard, en avril 2021, les clés vous sont remises. Vous voilà directeur des Déchargeurs. Alors comment décide-t-on à 24 ans de devenir directeur d'un théâtre en pleine pandémie ? Alors c'est une très bonne question. C'est un peu de la folie, je pense. Ah ça, je vous confirme. C'est un peu de la folie. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la Covid-19. Moi, je me retrouve sans rien. En tant qu'auteur, on peut dire que c'était pas une époque qui était fameuse pour avoir envie d'écrire des choses. Disons que l'inspiration était quand même au niveau le plus bas, c'est-à-dire vraiment à zéro. Même pendant le temps du confinement où il y avait que ça à faire. Ouais, mais alors en fait, il y a beaucoup de grands qui en ont parlé de ça. Pendant le temps du confinement, en fait, je crois qu'il y avait pas grand monde qui avait envie d'écrire. Et moi, j'avais envie. Évidemment, j'avais des projets qui étaient sur le feu, mais on n'est tellement pas inspiré, on n'est tellement pas stimulé par ce qui se passe, parce qu'on reste chez nous toute la journée à regarder les infos, à avoir les parents qui nous appellent. Alors ça va, bon, tu te fais bien des pâtes, hein, tout va bien. As-tu réussi à acheter du papier toilette? Tous ces trucs-là, qui fait qu'en fait on est dans une espèce de phobie permanente, constante, et on n'a pas envie d'écrire, on n'y arrive pas, ou c'est la page blanche. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec le syndrome de la page blanche, mais alors là, cette fois, pendant 2 mois, j'ai pas réussi à aligner une ligne. Vous vous êtes dit, à défaut d'être auteur, pourquoi pas être directeur? Eh ben exactement. Non, mais en fait, c'est-à-dire que je me suis dit, quand est-ce que ça va se terminer, en fait, tout ça? À quel moment on va pouvoir retravailler en tant que comédien, en tant qu'auteur? Je voyais aussi les pièces qui allaient forcément s'accumuler. C'était évident que tout le monde était soit en train d'écrire pendant cette période, soit en train de se dire comment je vais pouvoir reprendre le projet qui a été annulé. Et en fait, je me suis dit, c'est très simple, si je reste que comédien ou auteur, je vais sûrement manger des cailloux pendant un moment. Il va falloir trouver une solution. Et en effet, en surfant sur Internet, sur Facebook, je vois une annonce, il faut sauver le théâtre des Déchargeurs parce qu'il est en vente, il trouve pas de repreneur, comment on va faire, etc. Bon, je me dis, tiens, c'est curieux, je vais aller voir. C'est un théâtre que je connaissais déjà de nom parce que j'étais très friand de poésie. Et forcément, c'est un lieu de poésie depuis un moment. Et donc, en fait, j'ai envoyé un mail un petit peu par hasard en disant, écoutez, moi, j'aimerais savoir combien ça coûterait. Ça a commencé comme ça. Elisabeth Bouchot, qui était la directrice à l'époque, m'a répondu, il faut voir parce que le prix est pas tout à fait fixe, mais si vous voulez, vous pouvez le visiter. Et là, en effet, coup de cœur. Coup de cœur absolu, parce que le lieu, il est magnifique. C'est de la pierre brute, de la pierre apparente. Surtout le sous-sol, avec ses caves voûtées. Le sous-sol est incroyable. Il y a des caves qui sont cachées. C'est-à-dire que on ne peut pas savoir qu'il y a ces caves-là si on n'y va pas. Il y a des caves qui font toute la cour extérieure du théâtre. Je vois ça et je me dis, bon, ça a quand même un sacré potentiel. Et donc, je commence à un peu en discuter. Et en fait, suite à ça, et c'est là où moi, je me suis fait prendre au jeu, c'est que moi, je laisse passer quelques mois. En me disant, bon, voilà, c'était sympa, la vie reprend son cours, on n'est plus en confinement, on va commencer à retravailler des pièces, etc. Et en fait, je reçois un message de Rémi Prin, qui est le programmateur des Déchargeurs à ce moment-là, donc il l'est toujours d'ailleurs, qui me dit, écoute, on se connaît pas du tout, hein, qui me dit, écoute, j'ai entendu dire que tu avais visité le théâtre des Déchargeurs, est-ce qu'on peut se rencontrer? J'hésite un peu. On peut toujours se rencontrer. Et puis je me dis, oui, bon, allez, on va se rencontrer. On n'était pas un coup de folie près, là. Voilà, non, mais je me dis, voilà, on verra comment ça se passe. Et donc, je le rencontre, on boit un verre juste à côté, on boit 2, 3, 4 verres en discutant, en refaisant un peu le monde du théâtre, en disant, mais attends, quand même, ce qui va pas, c'est toutes les problématiques du milieu, le fait que pour les jeunes compagnies, il faut débourser des sommes qui sont complètement folles pour pouvoir jouer, le fait que, en tant que jeune auteur, on te laisse jamais ta chance tant que tu n'es pas connu. Donc, en fait, comment tu deviens connu si
On te dit non, mais on te prendra la deuxième pièce quand ça aura déjà marché. Oui, d'accord, mais comment je fais la première? C'est toujours la question. Et on débat un peu de tout ça. Et lui, il me dit qu'avec l'équipe des déchargeurs qui est actuellement en place, ils réfléchissent déjà beaucoup à ces questions-là, qu'ils ont créé un festival qui s'appelle le Festival Court mais pas vite, qui essaye d'accompagner au maximum des jeunes compagnies dans leurs premiers projets. Et en fait, je me dis, bah tiens, on a quand même la même mentalité. Et de fil en aiguille, en fait, on se rend compte qu'on a vachement d'idées qui sont très raccords. Et au fur et à mesure, je fais comme ça, je rencontre tous les membres de l'équipe et on termine sur, pendant le deuxième confinement, une grosse visioconférence. On est chacun chez nous, on vient juste d'être confinés. Et en fait, on discute pendant, il me semble, 4 heures de qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on peut le mettre en place, économiquement, sachant que moi, à ce moment-là, j'ai pas un rond, je ne sais pas du tout comment c'est possible d'acheter un théâtre, je sais pas comment ça marche. Et en fait, on sort de là avec un projet. Avec en tout cas des esquisses de projet. Et ces esquisses-là, c'est de rendre le plus accessible possible aux jeunes compagnies le milieu théâtral. C'est-à-dire, avec, on va dire, une grande réforme, entre guillemets, si je peux me permettre, qui est d'abolir le fameux minimum garanti. Alors justement, on va rentrer maintenant dans le projet. Vous avez vos clés en main, vous obtenez les fonds, vous avez votre clé en main. Comment vous montez votre... D'abord, vous faites des travaux pour que ça ouvre en septembre donc dernier. Alors passons sur la partie travaux, mais sur la partie programmation. Vous ouvrez avec quel genre de spectacle? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, nous, la grosse envie de la programmation, c'était parce que ça, c'est pareil, c'est une autre problématique que moi je voyais dans le milieu du théâtre, c'est que je trouve que le milieu du théâtre a tendance à trop cloisonner les choses. C'est-à-dire qu'il y a des théâtres pour les jeunes compagnies, il y a des théâtres pour les compagnies qui sont très connues, il y a des théâtres publics, des théâtres privés, c'est vraiment très compliqué. Et moi, ce que j'avais envie, c'était un peu de rassembler avec les déchargeurs, de faire un théâtre où vraiment va y avoir une transmission qui va se faire entre les compagnies, entre les différents aussi statuts d'artistes et surtout entre les générations. Parce que moi, je suis quelqu'un qui croit vachement, mais vraiment, ça c'est un truc auquel je crois à 100%, à la transmission entre générations. Et donc, ce qu'on fait, on part du principe qu'il faut évidemment essayer de bien réfléchir la programmation, parce qu'on peut pas mettre le même nombre de dates à des émergents qui ont beaucoup moins de réseaux et qui ont plus de chances de se casser les dents, parce que c'est souvent des créations, c'est pas encore des auteurs connus, des acteurs connus. Et en même temps, économiquement, si on leur met moins de dates à eux et plus de dates à ceux qui sont un peu plus connus, qui eux vont forcément ramener du public et qui ont aussi de la trésorerie pour assumer des coûts un petit peu plus gros en termes de communication et qui vont même les réclamer en fait en général, on peut peut-être trouver un équilibre intéressant. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on programme dans la grande salle, là je parle, il y a 4 pièces par mois et en fait on en programme 2 d'émergents qui font 12 dates et 2 de compagnies qu'on va appeler confirmées, qui sont des gens du statut de Pierre Note par exemple, qui vont faire eux 16 dates. Et ça implique dans le fameux plan média qui est un plan que tous les théâtres demandent et qui est en fait une contribution de la compagnie pour tout ce qui est communication, c'est-à-dire attaché presse, c'est-à-dire publicité sur Biréduc, sur des sites internet, des posts Facebook qui vont être mis en avant, enfin tout un tas de choses. On prend tout ça et en fait on le divise en 4. Mais forcément, ceux qui ont un peu plus d'argent et qui font un peu plus de dates, en fait, ça équilibre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous on arrive à proposer un plan média qui en général tourne dans les autres théâtres autour de entre 1500 et 2500 euros parce que c'est en fonction des compagnies toujours. Maintenant, on arrive à proposer le même plan média qui est pour les compagnies émergentes, elles payent environ 800 euros et pour les compagnies confirmées, environ 1200 euros, sachant que ça inclut 2 attachés presse. Et c'est quand même pas rien. Et j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué, c'est sur donc le fameux minimum garanti. Je crois que l'un des grands axes de votre projet, c'est ce qui m'a aussi beaucoup marqué, qui m'a aussi qui m'a donné l'envie de vous recevoir aujourd'hui, c'est le fonctionnement éthique. Oui. Vous affirmez une transparence dans tous vos coûts, dans tout le fonctionnement. Comment on s'en sort financièrement quand on ne demande pas de minimum garanti? Ça semblait quasiment une loi absolue, au moins pour un théâtre parisien ou avignonnais, en période festival, mais au moins pour un théâtre parisien. Alors, on s'en sort en allant gratter, on va dire, un petit peu partout. Mais alors, déjà, j'aimerais préciser pourquoi on a fait cette décision-là et pourquoi moi, ça me tenait à cœur. C'est que, pour moi, à la base, dans un théâtre, on a besoin des compagnies pour qu'ils jouent des pièces et les compagnies ont besoin d'un théâtre pour jouer leurs pièces. Donc, il y a une idée quand même de co-réalisation. Et d'ailleurs, c'est le nom que porte le contrat, co-réalisation. Mais sauf que c'est un contrat qui a pour moi été perverti par énormément de théâtres. Parce que aujourd'hui, on te fait des contrats de
co-réalisations qui sont en fait des contrats de location déguisés. Parce qu'on va te dire, oui, je vais prendre un minimum garanti par là, et puis je vais prendre les 30 premières places, et puis si tu fais que 10 places, tu vas devoir compléter les 20 places. Bon, du coup, c'est de la location. C'est-à-dire que je dois payer le même coût tous les soirs pour avoir accès à la salle. Et je trouvais pas ça normal, parce que pour moi, vu qu'on a besoin l'un de l'autre, il faut que ce soit quelque chose où on partage les coûts, où les deux sont gagnants. On peut pas avoir juste le théâtre qui est gagnant, quand bien même il paye évidemment plus de choses que la compagnie, vu qu'il paye l'électricité, etc. Et la compagnie qui est à chaque fois perdante. Alors qu'est-ce que paye la compagnie? On a compris pour le plan média, mais il paye? La compagnie paye le plan média, ses comédiens, parce qu'il a un statut de producteur, évidemment les assurances de ses décors, etc. Et les droits d'auteur, les droits musicaux, parce que je considère que c'est un choix artistique et qu'il faut assumer ces choix artistiques. Si on blinde son spectacle de musique, il faut assumer, il ne faut pas demander à ce que ce soit le théâtre qui paye ça. Et nous, on paye tout ce qui est fonctionnement de la salle, et notamment ce qui coûte le plus cher, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, les techniciens. Ce qu'on fait aussi, c'est que les compagnies ont toujours le même technicien sur toutes les dates qu'ils font dans notre théâtre. Ça, c'est très important, parce qu'il y a plein de théâtres où ça change tous les soirs, et alors en général ça roule plutôt bien parce que c'est des gens qui sont quand même compétents, mais il y a des moments où quand même ils arrivent, ils connaissent pas la pièce. Et le partage de recettes? Et le partage de recettes, on est en 60-40. 60-40, 60 pour le théâtre. 60 pour le théâtre, 40 pour les compagnies, sachant qu'on aimerait prochainement passer en 50-50. Mais ça sera pas avant 2 ans, je pense, parce qu'il faut le temps quand même de se rattraper. Mais donc ça veut dire que forcément, il doit y avoir des sources de revenus autres, comme par exemple peut-être le bar. Je crois que vous avez refait votre hall, sauf que le bar, il a été fermé, là. Oui. Et comment on fait? Il a été fermé. Eh ben, on serre les dents. On serre les dents. On attend que ça passe. On attend que ça passe. Alors là, il est rouvert. Oui, oui, il vient de rouvrir. Mais alors, en effet, pour répondre à la première question, c'est comment on fait pour avoir pour se rattraper de ce minimum garanti qu'on perd? Parce que ce minimum garanti n'existe pas pour rien dans les autres théâtres. C'est qu'on a quand même des coûts faramineux. Absolument. En termes, enfin, surtout le loyer et l'électricité, parce que les théâtres, c'est des choses qui consomment énormément, évidemment. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a fait le système un peu cinéma. Le système cinéma, c'est on gagne pas forcément de sous sur la pièce qu'on montre ou pour les cinémas, les films, mais on va gagner sur les à côté. C'est-à-dire, nous, c'est le bar, donc on fait à manger, on fait de la bière, et le but, c'est que les gens puissent rester le plus possible autour de ce bar-là pour consommer, et en plus, c'est plus sympa pour tout le monde, parce que du coup, ils peuvent se retrouver. Donc, pour ça, on fait des bords plateaux, on fait des rencontres, on fait des ateliers à cet endroit-là, pour essayer de ramener le plus possible de gens. Et après, c'est plein de petites choses, c'est-à-dire des locations en journée pour des répétitions, des locations à des entreprises pour des stages de théâtre en entreprise, locations à des écoles parfois. Après, ça va être des locations de stockage de décors aussi en bas pour les jeunes compagnies qui évidemment ne vont pas stocker tous leurs décors chez eux. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'on essaye de trouver pour agrandir, on va dire, nos revenus. Et ma dernière question, ce serait quel est le bilan que... Donc ça fait 6 mois que le théâtre est ouvert. Est-ce que vous avez un premier bilan que vous pouvez faire maintenant? Et question, on va dire, relative, qu'est-ce que vous allez jouer prochainement? Alors, pour ce qui est du bilan, on sort quand même d'une année particulière. Donc le bilan, il n'est pas faramineux, il faut être honnête avec ça. Par contre, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a un vrai accueil du public pour le lieu et un vrai accueil des compagnies. Et je crois que c'est important parce que souvent dans les lieux, on a tendance à se concentrer sur comment le public va aimer cet endroit-là, mais rarement sur comment les compagnies vont aimer cet endroit-là. Et nous, on a, je crois, réussi à faire en sorte que les deux parties soient contents d'être là. Et ça, c'est quand même important. Comment vous envisagez les mois qui viennent, là? Ben là, ça va mieux. En 2 mots, hein. Là, ça va mieux. C'est-à-dire qu'on le voit depuis 2 semaines, depuis qu'ils ont commencé à dire que peut-être ils enlèveraient le pass vaccinal en mars. On a une montée dans les chiffres. Comme si les gens se disaient c'est bon, on peut sortir. Et tant mieux, voilà, nous on est contents. Là, on fait vraiment des très belles salles depuis 2 semaines. Et on espère que les prochaines pièces qui vont jouer, ça me permet d'embrayer sur la programmation, vont bénéficier de ça, quoi. Et alors là, le mois prochain, il est un peu spécial parce qu'on a 2 prolongations. On a une prolongation d'une pièce qui joue en ce moment qui s'appelle Petite, qui est une vraie expérience théâtrale, qui joue beaucoup sur le corps, avec évidemment un texte aussi. Mais je conseillerais de venir juste pour l'expérience théâtrale. C'est un spectacle avec une mise en scène que moi personnellement j'ai jamais vu autre part. C'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes partout, et ces boîtes-là sont déplacées en permanence par les comédiens, ce qui crée des formes, ce qui crée des décors, et ils font leur texte en tout le temps déplaçant les choses. Et il y a une chorégraphie qui est assez folle.
je peux que conseiller de venir voir ça. On a une prolongation de Maîtres anciens de Thomas Bernard avec François Clavier qui est en rôle principal dedans et qui a eu un petit succès, donc on l'a reconduit. Et ensuite, on a une pièce qui s'appelle Arrête, je vois la parole défiler dans tes yeux, qui est un duo de femmes qui jouent avec toutes les paroles qui existent dans la langue française, c'est-à-dire la parole journalistique, la parole soutenue, la parole de quartier, et ça brosse avec plein de petits sketchs, c'est très particulier comme pièce, ça brosse tous les styles de paroles qu'on entend tous les jours dans la vie, voilà, quand on va dans la rue, au marché, et c'est fait avec beaucoup d'humour, et c'est très, très drôle. Merci, et voilà. Petite question bonus alors, comme je demande à chacun de nos intermittents, de nos invités, votre coup de cœur récent. Alors, mon coup de cœur, ce que j'ai choisi, il n'est pas récent, parce que j'ai choisi de parler des Misérables pour une raison. Les Misérables de Victor Hugo. Les Misérables de Victor Hugo. C'est pas tout à fait récent, effectivement. C'est pas tout à fait récent. Mais c'est intemporel. Mais il y a une raison de pourquoi j'ai voulu prendre ça, c'est que j'ai une histoire assez particulière avec ce bouquin. Il se trouve que moi, à l'école, j'étais pas très bon, que j'aimais beaucoup lire, mais en cours de français, quand on nous imposait de lire Les Misérables, notamment, je comprenais pas grand-chose. On suranalysait tellement, on sortait tellement des phrases du contexte que j'avais l'impression que je n'étais pas assez intelligent pour lire ça. Et quand j'ai commencé le théâtre, j'ai lu que du théâtre, etc. Et il y a 2 ans, je me suis dit, allez, je me bouffe Les Misérables, il faut que je lise des classiques. Et je me suis pris une claque. Alors évidemment, j'arrive en petit naïf, tout le monde le sait déjà, mais ce qui m'a mis vraiment une claque, c'est un moment en particulier, c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ce bouquin aujourd'hui, c'est le chapitre 7. C'est un moment où on voit les Thénardier qui font des arnaques en envoyant leurs filles donner des lettres aux gens en disant « je suis très pauvre », etc. Et le passage dont je veux parler, il fait 3 pages, et moi il m'a mis vraiment sur le cul. C'est toute l'explication, pendant que le fiacre est en bas, que Jean Valjean va arriver dans l'appartement et que le Thénardier est en train de transformer l'appartement, de faire une mise en scène pour paraître très très pauvre. Alors il demande à sa fille de casser la vitre et en fait elle saigne. Il dit mais c'est pas grave, c'est bien que tu saignes justement, ça va en faire encore plus, étale-toi sur le visage. Et puis toi, fais ça. Il se met de la boue, etc. Et en fait ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que Les Misérables, il me semble, si je dis pas de bêtises, sorti en 1862. Le cinéma a été inventé en 1895, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est un truc dans cet ordre-là. Quand j'ai lu cette partie-là, je me suis dit, mais en fait, c'est du cinéma. En fait, c'est du cinéma avant. C'est de la mise en scène. De manière même plus. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs de plan. Dans comment c'est raconté, il y a des valeurs de plan. On voit le gros plan sur le père, on voit le plan large quand il dit à la fille va casser ça. Ça pourrait être un plan ça pourrait être un plan séquence avec la caméra qui bouge comme ça. Et c'est ce qui m'a donné encore plus envie d'écrire, ce qui m'a donné envie d'écrire un roman que je suis en train de faire en ce moment, où je me suis dit, mais en fait, c'est ça la puissance du roman, c'est ça la puissance de la littérature, et personne n'a le droit de te dire que tu n'es pas en capacité de comprendre, en fait. Parce que si on lit sans se prendre la tête, et que le fil se déroule, bah c'est comme un film. Et Victor Hugo, il avait un certain talent pour ça, et depuis, je suis passionné, fou de Victor Hugo, depuis ce passage-là, et vraiment des Misérables, qui fait quand même, c'est un millefeuille. C'est ce passage-là qui fait 3 pages que je retiens et qui m'a vraiment mis une claque monumentale. Et je conseillerais à tout le monde de le relire. Merci beaucoup, Adrien Grassard. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir.